Merci d'être avec nous et surtout merci à Christophe Bourseillet d'être là. Bonjour, vous êtes journaliste, écrivain, acteur de cinéma et de théâtre français. Passé, ça, hein. Oui, mais quand même, ça peut revenir. Encore un petit peu ou pas, non? Bah écoutez, quand on me le demande, mais on me le demande rarement. Donc la dernière fois, c'était dans Monsieur Je sais tout avec Arnaud Ducré. C'était quand même assez récent. Ah oui, c'est vrai. Oui, avant le confinement, on va dire, les temps anciens. Eh ben vous allez voir, on va vous le redemander. Et vous enseignez à l'Institut d'études politiques de Paris, spécialité. Et aussi à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Et ben voilà, vous faites bien de le dire. Et pour ce livre ce matin, nouvelle histoire de l'ultra-gauche aux éditions du Cerf. Oui, alors quel livre, hein? Parce que c'est vrai que c'est une Bible, mais vous connaissez bien la gauche. Moi, je connais bien les extrêmes qui m'intéressent beaucoup, les mouvements extrémistes de droite comme de gauche que j'étudie depuis de nombreuses années. Non, mais c'est vrai. Et sur la gauche, en fait, et la aussi gauche, en je la particulier. connais bien aussi parce que je suis un homme de gauche historiquement. Enfin, donc, Mais vous l'êtes toujours d'ailleurs, oui. Bah, je sais plus trop où j'en suis aujourd'hui. C'est vrai que j'ai beaucoup évolué et j'ai toujours eu en moi en fait une dimension libertaire, et cette dimension libertaire m'éloigne des repères droite-gauche. Oui. Dans votre histoire personnelle, d'ailleurs, vous étiez un peu anard à l'époque. J'ai été un ultra-gauche. Oui, quand j'avais entre 15 et 20 ans, j'ai été d'abord un militant communiste libertaire, pour être précis, je suis toujours très précis. Absolument. Et puis ensuite, j'ai été ultra-gauche. Et d'ailleurs, je soutenais... Mais dans la parole, pas dans les actes. Hein. Ah non, parce que j'étais d'abord trop lâche, si vous voulez. Mais je soutenais les Black Blocs de l'époque, qui étaient les provocateurs de l'époque. Je trouvais qu'ils avaient bien raison de se dresser contre ce monde, contre le capital et la marchandise. Enfin, j'ai changé, je le dis à vos auditeurs, pour qu'ils ne me traitent pas immédiatement. Oui, Christophe Bourseillet, on a cru à un moment donné, et vous-même, je pense aussi, que ces mouvements allaient un peu disparaître, non? Être moins présents. Hein, vous l'aviez dit il y a quelques années. Oui, c'est vrai, parce que ce courant, alors l'ultra-gauche, il faut quand même préciser les choses. Entre l'extrême gauche et l'ultra-gauche. On redit ce qu'est l'ultra-gauche. Oui, parce qu'on mélange tout. Donc, si vous voulez, l'ultra-gauche n'est pas l'extrême gauche. Je sais que c'est compliqué, mais c'est ainsi. L'extrême gauche, c'est une étiquette qui regroupe un certain nombre de courants. Pour résumer les choses, vous avez deux grands ensembles dans ces courants. Vous avez un ensemble autoritaire, léniniste, avec les trotskistes, les maoïstes, les staliniens, etc. Et un ensemble anti-autoritaire, où vous allez avoir alors un vieux courant, les anarchistes, et puis un courant plus récent, encore qu'il a plus de 100 ans, l'ultra-gauche. Donc l'ultra-gauche, c'est un courant anti-autoritaire qui a traversé secrètement, pourrait-on dire, le XXe siècle, et qui est très paradoxal parce qu'il est constitué à la fois de gens très violents, de casseurs qu'on voit s'illustrer régulièrement, et de grands théoriciens. Donc vous avez ce mélange tout à fait particulier qui fait que les casseurs d'aujourd'hui sont les héritiers d'un riche héritage culturel. Vous voyez, Alors, et qui sont ces gens aujourd'hui de l'ultra-gauche, justement? Ces gens de l'ultra-gauche aujourd'hui, d'abord il faut expliquer qu'il y a en France, on pourrait dire une gauche libertaire d'environ 3000 personnes qui ne sont pas tous violents, ils sont tous d'accord pour être contre l'ordre, contre l'État, contre toute autorité, pour refuser le monde capitaliste dans sa globalité. Mais à partir de là, il y en a beaucoup qui ne sont pas violents. Et puis il y a une frange d'environ 700 000 qui, eux, sont des paramilitaires, des violents, qui, eux, se forment en bloc noir. C'est pour ça qu'on les appelle les Black Blocs, alors que c'est pas le nom d'un groupe, c'est juste une forme de structuration pour venir dans les manifestations cassées. Mais ils se forment pas toujours en Black Bloc. Par exemple, samedi dernier, lors des manifestations contre la loi de sécurité globale, on a dit ils ne sont pas venus, mais si, ils sont venus avec des chars techno, et les gens dansaient derrière. Donc vous voyez, ils ont plusieurs modes d'intervention qui sont souvent des modes d'intervention qui vont s'inspirer un peu du happening ou de l'art contemporain. Vous voyez, cette idée. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant de micro-mouvements? Parce que finalement, quand on lit votre livre, il y en a plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réelle idéologie commune, pas suffisamment puissante pour ne pas adhérer à un autre petit micro mouvement? Oui, alors ça, c'est humain trop humain, vous savez, Cécile. C'est-à-dire qu'ils ont une idéologie commune, ils ont un socle commun, ils sont d'accord sur l'essentiel, mais ils divergent sur des points de détail qui fait qu'ils vont sans cesse s'engueuler. Mais vous savez, j'ai remarqué un phénomène en étudiant les mouvements extrémistes, c'est que les mouvements extrémistes, on pourrait dire par définition, sont voués à être minoritaires, puisque leurs idées ne peuvent pas être partagées par la grande masse. Et au fond, ils ont compris une chose, ces mouvements, c'est qu'ils pouvaient avoir de l'influence en étant très peu nombreux. On n'a pas besoin d'être des millions pour avoir de l'influence. Un tout petit groupe, prenez par exemple un groupe historique, culturel du XXe siècle qui était l'Internationale situationniste. Au maximum, ils étaient 17.
qui n'est pas beaucoup pour une organisation, vous accorderez, mais ils ont réussi à peser de façon décisive sur la culture, en renouvelant la sociologie, en mettant en lumière les rouages de la société contemporaine. Enfin bref, ils ont fait un travail considérable alors qu'ils étaient très peu nombreux. Ouais. Et alors comment peuvent-ils s'organiser pour aller participer à des mouvements? Parce qu'ils ne sont pas forcément visibles au quotidien. Mais en revanche, quand il y a des rassemblements, des manifestations, des lieux à défendre, là, ils interviennent. D'abord, vous savez, il faut bien dire que la police les connaît depuis toujours. Hein, parce que c'est les mêmes. Alors certes, il y a eu un renouvellement générationnel au début des années 2000, dont je parle dans mon livre, et qui a fait expliquer que je fasse ce livre. Mais évidemment, ce sont toujours les mêmes. Donc la police les connaît par cœur, elle sait qui ils sont, bien sûr. Après, ce sont des gens qui refusent toute forme d'organisation, on pourrait dire, hiérarchique. Donc en fait, ce sont des collectifs qui vont se rassembler. En général, la veille des manifs, ils font une petite assemblée générale pour discuter entre eux de la façon dont ils vont intervenir en bordure, bien sûr, de la manifestation. Alors on est violent, on n'est pas violent, qu'est-ce qu'on fait? On fait ci, on fait ça. Et puis ensuite, ils sont très organisés parce qu'après, vous allez avoir des gens qui vont aller la veille repérer le parcours. Vous allez avoir, c'est un boulot d'enfer, hein, des gens qui vont aller poser éventuellement des barres de fer le long du parcours, des vêtements pour se changer derrière les portes d'immeubles. C'est une organisation. C'est un travail, des voitures pour repartir rapidement juste après. Donc, vous imaginez le boulot. Et Christophe Bourseiller, au-delà de votre livre, mais même si vous l'expliquez bien quand même justement en détail, puisque la police les connaît, ou on connaît certains, pourquoi elle n'arrive pas à les empêcher de venir perturber l'ensemble de ces manifestations? On pense à celle des Gilets jaunes, mais à beaucoup d'autres où ils viennent s'infiltrer pour casser. Alors, selon les organisateurs des manifestations, c'est parce que la police les laisse faire, parce que ça l'arrange. Ça, c'est ce que disent les organisateurs des manifestations, parce que effectivement, ils sont contre-productifs par rapport à la manifestation par elle-même, puisqu'ils la discréditent par les violences. Donc, évidemment, il y a cette dimension-là. Maintenant, il y a un autre problème, qui est un problème de démocratie, c'est un problème judiciaire peut-être, c'est qu'en France, quand vous donnez un coup de barre de fer sur une vitrine, ou que même vous vous en prenez à un policier, vous écopez d'une peine très faible, c'est-à-dire soit une peine, la plupart du temps avec sursis, soit une peine extrêmement courte, ce qui fait que ce n'est pas dissuasif. Et en réalité, le problème n'est pas, à mon avis, un problème policier, c'est éventuellement un problème judiciaire, et plus largement, quand on étudie l'histoire de l'ultra-gauche, parce que les premières déprédations, ça remonte précisément à 1971, le pillage du quartier latin, donc vous voyez que c'est très vieux. Quand on étudie ça, on voit bien que tout au long du XXe siècle, en réalité, les organisateurs des manifestations, les syndicats, les partis de gauche, etc., avaient fini par se doter de services d'ordre et ils faisaient eux-mêmes le ménage. Et la solution, peut-être, c'est ce que je préconise moi, c'est qu'éventuellement, si les partis de gauche ou les syndicats veulent en finir avec le phénomène de l'ultra-gauche, peut-être pourraient-ils se redoter à nouveau de services d'ordre. Mais qu'est-ce qui explique le durcissement du projet politique, des actions qui sont de plus en plus violentes? Pourquoi tout à coup, on a l'impression que ça bascule? Alors en fait, ça n'a pas basculé, parce que si vous regardez, par exemple, la violence dans les années 1970, elle était plus forte que la violence aujourd'hui. Donc, vous voyez, parce qu'on la voit plus ? Parce qu'on la voit plus, parce qu'on en parle, parce qu'on n'a aucune mémoire et aucune conscience historique, et qu'on a toujours l'impression de vivre un éternel présent. Mais en réalité, on est dans une violence qui existe de façon très récurrente depuis le début des années 1970, qui s'est poursuivie dans les années 1980, qui a atteint des sommets dans les années 1990, avec l'apparition des Black Blocs en bordure des sommets des G7 et des forums sociaux. Souvenez-vous de Seattle, Gênes, où il y a eu plusieurs morts. C'était d'une très très grande violence. Et au fond, on est dans la continuité de ça. Vous savez, le courant ultra-gauche, il y a deux pôles. Vous avez des théoriciens, qui sont des gens finalement très pacifiques, puisqu'ils se contentent d'écrire des textes souvent complexes et passionnants. Et puis vous avez les cogneurs, qui eux, effectivement, sont bien souvent le bras armé des théoriciens. Mais ça, c'est pas une forme de dictature, parce que eux qui sont contre, justement, est-ce que c'est pas de la dictature, ça? Vous savez, eux, je crois qu'on est au-delà de ça. Ils sont dans une espèce de... C'est assez particulier, leur violence, parce que c'est une violence presque philosophique, c'est-à-dire qu'ils attaquent concrètement des symboles du capital. Alors, par exemple, quand ils cassent pas tout. Vous voyez, c'est intéressant d'observer ça. Si vous allez sur le bord des manifestations, ils vont pas casser le petit épicier, ils vont pas casser la petite librairie, mais ils vont casser alors la Banque de France, l'agence immobilière, le concessionnaire Porsche. Vous voyez, ils vont casser ce qui est à leurs yeux et le symbole
symbole du capital ou de l'État. Et quand ils s'en prennent aux policiers, évidemment, c'est parce que pour eux, les policiers sont des symboles vivants, pourrait-on dire, de l'autorité. Allez, que veulent ces mouvements de l'ultra-gauche, le chaos ou pas? Nous allons voir ça avec vous, Christophe Bourseiller, dans un instant. Et puis, les définir. De quoi vivent-ils? Qui sont-ils? Est-ce qu'il y a, on parle d'un écologisme aussi radical Absolument. Qui rejoint en fait ce mouvement? Et est-ce qu'il peut y avoir des ponts, parce qu'on parle beaucoup extrême gauche, extrême droite, de ponts au potentiel? Est-ce qu'il pourrait y en avoir aussi dans ce sens-là entre l'ultra-gauche et l'ultra-droite? Même si pour l'instant, c'est plutôt à coup de poing en fait qu'ils se réunissent. Si je puis dire. Oui, et vos appels 0826 300 300, vous voulez poser des questions, on vous attend au standard. 9h27, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Bienvenue, nouvelle histoire de l'ultra-gauche aux éditions du Cerf. Christophe Bourseiller est avec nous, journaliste écrivain. Et justement, d'ailleurs, si vous avez des questions à poser, parce qu'on reste encore ensemble un bon quart d'heure avec Christophe Bourseiller, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 pour poser aussi toutes vos questions. Christophe Bourseiller, juste avant la pause, on se disait, que veulent-ils? Ils veulent quoi? Donc le chaos, l'anarchie, en fait, écoutez, c'est ça? ils ont un programme, mais qui est évidemment un programme qui peut sembler un peu utopique, puisque l'idée en réalité ce n'est pas de prendre la direction des luttes. L'idée, c'est par la violence symbolique qu'ils exercent, enfin réelle mais symbolique, c'est de montrer l'exemple. Donc le rêve, leur projet, c'est que les travailleurs, les voyant attaquer le capital, s'y mettent aussi s'emparent de barres de fer et aussi s'attaquent à l'État, que les travailleurs donc spontanément mus par cet exemple prennent d'assaut l'Élysée, qu'ils instaurent de façon spontanée, c'est là où ça devient utopique, le communisme, c'est-à-dire l'abolition du salariat, et qu'ils fondent une fédération internationale de conseils ouvriers. Donc les conseils ouvriers, c'est quoi? Ce sont des assemblées générales de travailleurs élus irrévocables. Donc ils sont dans un projet horizontal parfaitement utopique, ce qui fait que leur violence, c'est vrai, peut s'apparenter à du nihilisme. Oui, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils aient profité en partie simplement du mouvement des Gilets jaunes. Ils auraient pu davantage pousser leur avantage pour détruire davantage. Ils ont essayé, hein, mais ils ont cassé, mais ils ont discrédité le mouvement, quoi. Ça, c'est ce qui leur arrive en général, mais disons que pour eux, le mouvement des Gilets jaunes, c'est une réussite politique, parce que certes, ils ont été rejetés par une grande partie des Gilets jaunes, mais il y a une petite partie des Gilets jaunes qui s'est mis à casser avec eux. On se souvient de l'épisode du Fouquet ou d'autres. Il y avait ceux qui ont pris d'assaut l'Arc de Triomphe, il y avait effectivement des Black Blocs, mais il y avait aussi des Gilets jaunes. Et ceux qu'on appelle d'ailleurs depuis lors, c'est un nom un peu que les journalistes leur ont donné, les ultra jaunes. Mais les ultra jaunes, ça existe, et ça, c'est une réussite. Mais régulièrement, c'est les gens les autonomes, ceux qui se constituent en Black Bloc, tentent depuis toujours de passer des accords, alors soit avec des bandes de banlieue, soit avec des hooligans des stades, pour justement se rapprocher du peuple, en quelque sorte. Car eux, au fond, en font-ils partie? C'est pas totalement sûr, parce que ce sont des jeunes gens souvent en marge. Généralement. Alors oui, qui sont-ils et de quoi vivent-ils? Ce sont des gens d'abord généralement blancs, bien éduqués, issus des classes moyennes. Alors classe moyenne parfois inférieure, mais classe moyenne parfois supérieure, qui sont plutôt fortunés. Éduqués. Vous voyez, donc ce sont des gens qui sont en général très diplômés, c'est-à-dire qui ont vraiment bac plus 5 au moins, qui ont fait des études. Et vous savez, il faut avoir fait des études pour arriver à comprendre les textes. Parce que les textes théoriques de l'ultra-gauche, c'est des textes complexes, passionnants, mais vous savez, pour lire Castoriadis, Lefort, Guy Debord et j'en passe, Paul Matic ou Karl Korsch, croyez-moi, il faut avoir certains bagages universitaires. Les prolétaires sont un peu laissés sur le côté, si vous voulez. Et donc, même s'il y en a, bien sûr, les plus modestes. Oui, il y en a, bien sûr. Dans ces groupes-là, vous savez, vous avez deux types de gens. Vous avez généralement les têtes pensantes, qui eux sont plutôt issus de milieux favorisés, il faut dire, ne serait-ce que culturellement. Et puis vous avez les gros bras. Et les gros bras, eux, en général, sont plus des gens plus prolétaires, moins cultivés, tout simplement, qui deviennent les bras armés des premiers. Et puis il y a cette bataille sociale qui migre vers la bataille écologique. Oui, alors ça, c'est passionnant, parce qu'en fait, ce qui s'est passé au début du 21e siècle, c'est que vous avez un certain nombre d'ultra-gauches qui ont décidé de mettre en pratique ce que un grand théoricien situationniste
socialiste Guy Debord avait prescrit dès 1972, quand il écrivait en gros que le vrai combat à mener, c'était désormais celui contre les nuisances. Alors il voulait parler des nuisances environnementales. Et à partir des années 2000, il y a effectivement tout un front de lutte qui va s'ouvrir, de lutte écologiste, mais c'est pas les écolos que nous connaissons. Il s'agit là d'écologistes radicaux qui sont sur des positions ultra-gauche. Et il faut bien comprendre qu'on parle beaucoup des ZAD, par exemple. Il y a plusieurs ZAD en France. La plus célèbre, c'était la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mais le concept même de la ZAD est une invention de l'ultra-gauche. Vous savez, il y a un monsieur dans les années 1990 qui se faisait appeler Hakim Bey. Et Hakim Bey avait écrit un texte qui s'appelait TAZ. Alors TAZ, ça voulait dire zone d'autonomie temporaire, où il disait il faut créer des zones libérées au cœur du système capitaliste. Ah, donc lui, dans son idée, c'était de créer ces zones dans les villes. Mais très rapidement, certains activistes, finalement, qui avaient choisi de vivre à la campagne, loin de tout, pour être dans cette perspective écologiste radicale, se sont dit on peut créer des zones d'autonomie en dehors des villes. Et donc ZAD, ça veut dire zone à défendre, comme on dit souvent, mais dans leur esprit, ça veut dire aussi zone d'autonomie défensive ou zone d'autonomie temporaire, vous voyez, ou zone d'autonomie durable ou zone d'autonomie définitive. Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée de créer une enclave, le monde nouveau au cœur du monde ancien. Oui, et c'est ça. Alors bon, c'est beaucoup à la campagne que ça se passe, ça, pour ces ZAD, ou à la périphérie des villes, mais ils ont voulu essayer de l'importer au cœur des villes quand, par exemple, ils ont occupé, avec des mouvements assez radicaux, Paris, le centre de Paris, et puis quelques autres villes. Alors ils l'ont fait il y a pas longtemps. Ils l'ont fait il y a pas longtemps, notamment. Alors vous voyez, c'est un mouvement international. Et quand il y a eu les mouvements Black Lives Matter aux États-Unis, ils l'ont fait à Portland, où il y a eu une zone qui s'est créée. D'ailleurs, on a dit la ville libérée. Il y a tout un quartier de Portland qui est passé sous le contrôle de l'ultra-gauche, parce que l'ultra-gauche est présente également aux États-Unis. Elle n'est pas présente qu'en France, bien sûr. Donc effectivement, c'est une tendance aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point de tout petits groupes minuscules ont finalement réussi. Vous voyez, les ZAD, c'est plutôt une réussite. Enfin, et aujourd'hui, cet écologisme radical, c'est une réalité à laquelle dont on est bien obligé de tenir compte, ne serait-ce que par des actes de sabotage qui peuvent avoir lieu de temps en temps. Est-ce qu'ils peuvent passer aussi des alliances indirectes, entre guillemets, avec des mouvements qui naissent comme celui d'Assa Traoré, par exemple, l'année dernière, ils profitent de ces mouvements-là. Maintenant, la mouvance Assa Traoré a plutôt été en lien avec des groupes d'extrême gauche et non pas d'ultra-gauche. L'ultra-gauche, ils sont beaucoup plus radicaux. Vous savez, plus à gauche que l'ultra-gauche, il n'y a pas. L'ultra-gauche, ils sont dans une espèce dans une vision un peu apocalyptique et lointaine, et ils sont assez peu intéressés par les luttes du quotidien. Eux, la lutte contre les retraites, pour la réforme des retraites, la lutte contre la loi de sécurité globale, au fond, ils s'en fichent totalement. Eux, ils sont dans une espèce de combat frontal, presque métaphysique, si je puis dire, face à ce monde. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. On a l'impression que ça se féminise beaucoup aussi. On voyait beaucoup d'hommes, et là, on voit de plus en plus de femmes intégrer ces mouvements. Je dois dire que au XXe siècle, c'était des mouvements très machistes, en fait, parce qu'à la fois, ils prônaient la libération de la femme, mais ils étaient constitués presque uniquement d'hommes, et les femmes étaient considérées bien souvent d'ailleurs comme des objets sexuels dans ces groupes. Il n'y avait pas du tout en réalité d'équilibre ou de parité. Et puis c'est vrai qu'avec le XXIe siècle, avec le renouvellement générationnel propre au XXIe siècle qui est fondamental, là ça change. Et vous avez tout à fait raison, aujourd'hui il y a aussi des courants féministes radicaux qui d'ailleurs s'inscrivent dans cette gauche libertaire d'activistes dont je vous parlais tout à l'heure, d'environ 3000 personnes. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles sont encore exclues de certains micro-mouvements qu'on évoquait tout à l'heure, ou alors elles s'immiscent finalement dans tous ces mouvements? Disons que dans ces courants-là, elles sont maintenant comme des poissons dans l'eau. Enfin, elles sont complètement incluses dans ce phénomène. Maintenant, il ne faut pas confondre l'extrême gauche et l'ultra-gauche. Alors c'est vrai que par exemple, l'ultra-gauche n'est pas du tout présente dans ce qu'on pourrait appeler l'islamo-gauchisme, par exemple, ou dans ces alliances-là. Vous voyez, par exemple, l'ultra-gauche, ils sont totalement hermétiques par rapport aux manœuvres politiques que peuvent ourdir certains courants, et pas tous, d'extrême gauche. Alors on dit justement sur l'extrême gauche que parfois elle pourrait rejoindre l'extrême droite. Et d'ailleurs, il y a des transferts. Il y a des transferts, ça peut arriver. Est-ce que ça peut être la même chose aussi entre l'ultra-gauche, donc qui est à la gauche de l'extrême gauche, et l'ultra-droite qui est à la droite de l'ultra-droite? Alors oui, disons
que c'est toujours possible qu'il y ait des transferts individuels. Ouais. Mais enfin, sur le plan des idées, ils se combattent plutôt à coups de poing. On l'a vu d'ailleurs pendant le mouvement des Gilets jaunes, où en fait, vous aviez des moments où personne ne pouvait comprendre, où vous disiez, c'est bizarre, les Gilets jaunes se battent entre eux. C'est parce que vous aviez des Gilets jaunes d'extrême droite qui se battaient avec les Gilets jaunes d'ultra-gauche. Et évidemment, et les Gilets jaunes d'ultra-gauche, d'ailleurs, ont pris le dessus. Hein, Oui, mais alors, comme ils veulent aller vers le nihilisme, ce que vous disiez en fait tout à l'heure, ils pourraient peut-être se retrouver là, non, sur ou pas vraiment? Pas vraiment, parce que c'est pas les mêmes. Vous voyez, moi je suis toujours une espèce de, je m'intéresse à ces groupes très particuliers. Il faut dire que ce qu'on appelle l'ultra droite, je vous ai quand même dit un mot là-dessus, c'est important. Pour moi, ce n'est pas l'extrême droite. Vous voyez, pour moi, l'ultra droite, c'est un phénomène assez récent, assez particulier, et le phénomène de l'ultra droite est lié en fait à la prise de pouvoir de Marine Le Pen au Front National au début des années 2010. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand elle s'est emparée du Front National et qu'elle a transformé en Rassemblement National? Elle a viré les plus radicaux qui étaient au Front National et que son père tolérait, et beaucoup d'adhérents les plus activistes, les plus cinglés, ont quitté le Front National. Et dès lors que tous ces gens quittaient le Front National, c'était des gens un peu incertains, on va dire psychiquement, et ils se sont retrouvés dans la nature. Et à partir de là, on a vu apparaître des petites nébuleuses de gens qui n'étaient pas structurés idéologiquement comme l'extrême droite. Par exemple, si vous regardez bien tous ces groupes, l'action des forces opérationnelles, ils ont des noms invraisemblables, c'est des gens qui disent « Ah faut lutter contre les immigrés, il faut les virer ». Vous voyez, ils sont dans une rhétorique très simpliste, alors que l'extrême droite traditionnelle, c'est un peu comme l'extrême gauche. Il y a des nationalistes révolutionnaires, des nationalistes catholiques, des royalistes, enfin c'est des nébuleuses idéologiques très construites. Et là, c'est pas du tout construit. Donc je pense qu'on est plus là dans un effet tardif de la prise de pouvoir de Marine Le Pen au sein du Front National. Est-ce qu'on peut imaginer des ponts avec des partis plus traditionnels? Justement, on voit que les écolos sont un peu plus radicaux qu'ils ne l'étaient avant. Est-ce qu'il y a de la récupération qui serait possible? Oui, c'est toujours possible. Alors là, il faut mettre de côté l'ultra-gauche. Parce que l'ultra-gauche restera toujours dans sa radicalité. Et jamais l'ultra-gauche ne passera d'accord avec, à part les jeunes des banlieues éventuellement, ou quelques hooligans, mais ça s'arrêtera là. Ou d'autres groupes ultra-gauche. Les jeunes des banlieues aussi, oui. Ça peut arriver, s'ils l'obtiennent, bien sûr. Maintenant, effectivement, oui. Sinon, l'extrême gauche, d'ailleurs, tout comme l'extrême droite, ont tendance à avoir des stratégies d'entrisme d'abord, et puis des stratégies de convergence. Et l'idée, c'est de faire exploser le plafond de verre, c'est de faire exploser les cordons sanitaires, c'est de faire en sorte que tout ça se mélange le plus possible. Et donc, ils le font. Vous savez, un des phénomènes les plus inquiétants, je crois, en France aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais, moi, l'extrémisation de la société. C'est-à-dire cette violence qui monte, le fait que des idées qui viennent des extrêmes se répandent dans la société en se diluant. Vous savez, Donald Trump, c'est intéressant parce qu'il est quand même devenu président des États-Unis avec des idées qu'il partageait avec des petits groupes ultra-droite, justement, comme par exemple les Proud Boys, des gens comme ça. Mais c'est assez frappant qu'il ait réussi à venir au pouvoir. Ça témoigne pour moi de cette extrémisation de nos sociétés. Et la France n'est pas à l'abri, effectivement, de ça, d'un côté ou d'un autre. D'un côté ou de l'autre, la France n'est pas du tout à l'abri d'un moment de même nature. Merci Christophe Bourseiller, c'est passionnant.